Il y a une statistique qui circule beaucoup dans le monde des affaires et qui donne franchement des sueurs froides. Près de 80 des entreprises ferment leurs portes avant même d'atteindre leur troisième année d'existence. Ah oui, le fameux 80. C'est brutal. Ouais, c'est brutal. Et le plus fou là-dedans, c'est que quand on fouille pour comprendre pourquoi, on tombe sur un constat super fascinant. C'est presque jamais à cause d'un mauvais produit ou d'un service défaillant. Non, vraiment pas. La plupart du temps, l'idée de base est excellente, l'intention est là, le marché potentiel est là, mais l'entreprise s'effondre quand même. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. C'est le grand paradoxe de l'entrepreneuriat, dans le fond. L'échec, dans la vaste majorité des cas, est silencieux. Ça vient pas d'une explosion dramatique ou d'un gros scandale. Ça vient d'une gestion défaillante qui agit complètement dans l'ombre. Et quand on dit gestion défaillante, on parle de quoi exactement? On parle d'un manque cruel de liquidité qui n'a juste pas été anticipé, des marges bénéficiaires mal calculées dès le jour 1 et surtout une absence totale de stratégie claire. L'entreprise navigue à l'aveugle, le nez collé sur l'arbre et c'est ça qui l'amène directement dans le mur. C'est exactement pour décortiquer cette dynamique-là qu'on fait cette analyse aujourd'hui. On s'appuie spécifiquement sur la documentation stratégique et la méthodologie interne d'Instruct4 qui présente cette session. Oui, et c'est une méthodologie super rigoureuse. Absolument. L'objectif de notre exploration des notes de ce partenaire de croissance, c'est pas de lancer des phrases de motivation vides. Le but, c'est vraiment de disséquer leur approche de la structuration financière et opérationnelle pour comprendre comment on bâtit une machine qui dure. C'est ça l'enjeu? La grande question centrale pour quiconque nous écoute aujourd'hui et dirige une entreprise, c'est de savoir si l'organisation dispose d'un vrai tableau de bord, avec des indicateurs clés mesurables, ou si la direction pilote encore uniquement à l'intuition. Parce que piloter à l'intuition, ça fonctionne au tout début. Quand l'entreprise est un petit projet de garage, mettons. Mais l'approche d'Instruct4 démontre clairement que la croissance détruit l'intuition. La croissance détruit l'intuition, j'aime ça. C'est vrai. Leur modèle d'affaires vise pas la consultation ponctuelle pour juste éteindre des feux. C'est vraiment un alignement profond entre la vision du dirigeant, l'offre sur le marché et la réalité froide des chiffres. L'idée, c'est pas de gonfler artificiellement les ventes pour faire beau, mais d'optimiser la rentabilité réelle. Et ça demande une clarté décisionnelle absolue. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'avant même de parler de chiffres, de bilan ou de tableau de bord, les documents pointent vers un piège psychologique fascinant, la paralysie de l'intelligence. Ah oui, l'excès de lucidité, c'est un grand classique. C'est fou, hein? On voit tellement souvent des personnes brillantes, avec des profils académiques impressionnants, qui restent complètement bloqués au stade de l'idée. Et pendant ce temps-là, d'autres individus, avec des profils peut-être plus simples, réussissent à une vitesse folle et raflent toutes les parts de marché. C'est une dynamique que le marché observe constamment. L'intelligence, par sa nature même, pousse à la lucidité. Fait qu'une personne très intelligente va naturellement suranalyser son environnement. Elle va voir tous les risques potentiels. Toutes les failles de son plan. Exactement. Toutes les raisons pour lesquelles un concurrent pourrait l'écraser. Elle va chercher la perfection absolue avant de faire le moindre mouvement public. Et cet excès de lucidité devient un boulet. Un frein à main complètement serré. Pendant qu'elle passe 2 ans à peaufiner un plan d'affaires invisible et à débattre de la couleur de son logo, une autre personne lance une version complètement imparfaite de son produit, récolte des données réelles et s'ajuste. Et c'est là que le bas blesse pour le perfectionniste. Le marché se contrefiche de la réflexion invisible. Le marché récompense l'action et l'itération. On a souvent cette espèce d'illusion romantique qu'il faut une idée révolutionnaire pour réussir. L'idée du siècle. C'est ça, qu'il faut être le génie qui va inventer la fameuse brique de lait stérile Tetra Pak ou fonder la prochaine grosse entreprise techno. Mais la méthodologie d'Instruct4 détruit ce mythe-là. Une idée d'entreprise super banale, genre vendre des coques de téléphone ou offrir du coaching en ligne, si elle bénéficie d'une exécution exceptionnelle, elle va toujours battre une idée de génie qui reste sur un bout de papier. C'est la règle fondamentale de l'action. Un entrepreneur, à la base, c'est un résolveur de problèmes professionnels. C'est ça son métier. S'il n'agit pas pour tester le marché, s'il n'affronte pas la réalité pour ramasser des données tangibles, il résout absolument rien. Il est juste dans la théorie. Oui, l'action rapide génère des erreurs, c'est certain, mais dans un cadre structuré, ces erreurs-là deviennent des points de données vitaux. L'inaction, elle, génère juste aucune donnée. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une petite seconde.
Lancer n'importe quoi, n'importe comment, juste pour dire qu'on passe à l'action, c'est aussi la recette parfaite pour brûler ses ressources et ruiner sa réputation. Comment on passe de ce chaos-là à une machine d'affaires bien huilée? Ici, ça devient vraiment intéressant. C'est là qu'est la nuance cruciale. Et c'est là qu'intervient ce qu'Instrufort appelle l'évaluation éco. L'idée, c'est pas d'agir aveuglément, c'est de poser des fondations solides. Fait qu'un diagnostic stratégique avant de courir partout. Exact. Avant de partir dans toutes les directions, il faut faire un état des lieux complet. On cartographie la situation actuelle de l'entreprise, on identifie les goulets d'étranglement et on définit une trajectoire claire. Cette évaluation initiale permet de remplacer les suppositions par des faits objectifs. On sécurise les décisions dès le départ. Et ce qui ressort de cette structuration-là, c'est que ça ne s'arrête pas juste au processus interne. Ça touche aussi directement la perception de l'entreprise. Le design réfléchi, l'identité de marque, ça fait partie intégrante de cette stratégie. Parce qu'une identité forte alignée sur les objectifs, ça renforce la crédibilité instantanément. Ça justifie une valeur perçue beaucoup plus élevée. Le danger, sans cette clarté de marque, c'est d'avoir un message flou. Et un message flou, c'est toxique. On risque littéralement de faire la promotion indirecte de ses propres concurrents. Absolument. Un client potentiel voit l'offre, il comprend pas trop le bénéfice, mais ça pique sa curiosité. Il va sur Google, il trouve un concurrent qui explique la même affaire mais de façon claire et il l'achète là. C'est classique. C'est tellement frustrant quand ça arrive. Et ça m'amène à un autre point clé des documents. Le lien entre cette clarté stratégique et le quotidien du dirigeant. Une fois que la direction est claire, on touche à la gestion du temps. Les notes mettent un poids énorme sur la règle du 95-5-5. Oui, le secret pour qu'une entreprise puisse un jour fonctionner sans son créateur. En théorie, la règle du 85-5-5 est super séduisante. L'idée que l'entrepreneur devrait consacrer son temps uniquement aux 5 % des tâches où il excelle véritablement, ce qu'il aime faire et qui rapporte le plus. Et que tout l'est, les 95 % de tâches administratives, ça devrait être délégué. Mais soyons réalistes. Pour une jeune entreprise qui n'a pas des centaines de milliers de dollars pour embaucher, comment on délègue 95 % sans se ruiner? C'est une excellente question. La délégation, ça ne veut pas dire embaucher un cadre supérieur à temps plein le lendemain matin. C'est une progression. La règle du 85-5-5 force d'abord l'élimination. Beaucoup de tâches routinières devraient juste pas exister. Elles sont le fruit de mauvais processus. On fait du ménage avant de déléguer. C'est ça. Ensuite, l'automatisation. Avec les outils numériques d'aujourd'hui, une part immense du travail administratif peut être gérée par des logiciels. Et finalement, la sous-traitance chirurgicale. On rachète son temps progressivement. Si une tâche coûte 20 $ de l'heure à déléguer et que le temps de l'entrepreneur en vaut 100 sur du développement stratégique, s'acharner à faire cette tâche-là, c'est une perte financière nette. Et ça nous amène directement à la métaphore centrale de notre analyse. C'est impossible d'appliquer cette règle-là, c'est impossible d'automatiser ou de déléguer si on n'a aucune idée de ce qui se passe sous le capot. Gérer une entreprise aux simples impressions, c'est comme conduire une voiture de course à 300 km/h, les yeux bandés, en essayant de deviner si on doit tourner juste avec le bruit du moteur. Ça va bien sur la première ligne droite, mais au premier virage, la voiture part dans le décor. Directement dans le mur. L'abandon de cette navigation à vue, c'est le point de bascule entre un travailleur autonome glorifié et un véritable chef d'entreprise. C'est exactement pour ça que l'implantation d'un tableau de bord selon l'approche Instro4, c'est pas une petite suggestion sympathique, c'est une exigence vitale. Il y a 5 indicateurs clés de performance financier qui forment l'ossature de ça. Le premier, le plus évident, c'est le chiffre d'affaires. Ça mesure la traction. Mais on s'entend que le chiffre d'affaires, c'est souvent la métrique de vanité par excellence. On peut générer 5 millions de ventes et être complètement fauché à la fin du mois parce que ça a coûté 6 millions pour opérer. Exactement. Ce qui nous pousse vers le deuxième indicateur, le bénéfice net. Là, on voit la vraie couleur de l'argent. Une fois que tout le monde est payé, est-ce que l'effort en valait la peine? Non? C'est pour ça que le troisième indicateur est le plus crucial, l'excédent brut d'exploitation ou le BIEIA. C'est la richesse brute générée par l'activité pure de l'entreprise, avant les intérêts, les impôts et l'amortissement. C'est ça que les analystes regardent. Pour illustrer ça simplement, prenons 2 entreprises. L'entreprise A et l'entreprise B font toutes les deux 1 million de chiffre d'affaires. L'entreprise A a un BIEIA de 100 000 et l'entreprise B a un BIEIA de 300 000. Même si les ventes sont identiques, la machine opérationnelle de B est 3 fois plus efficace. C'est le cœur même du modèle d'affaires qui est évalué ici.
Le quatrième indicateur, lui, ne pardonne aucune erreur de calcul. C'est la trésorerie, l'état des flux de liquidité, l'oxygène de l'entreprise. C'est fou le nombre d'entreprises rentables sur papier qui font faillite. Tragique mais courant. Un BIA fantastique, mais plus une scène dans le compte. L'argent est bloqué parce que les clients paient à 90 jours, l'inventaire dort dans un entrepôt et le jeudi de la paie arrive. Sans trésorerie positive, la croissance devient un danger mortel. Mourir d'indigestion plutôt que de famine. Exactement ça. Et le cinquième indicateur vient boucler la boucle, l'état d'endettement, souvent mesuré par le ratio des capitaux propres sur les dettes. C'est le coussin de sécurité qui illustre la capacité à absorber un choc ou traverser une récession. Un ratio près de 1 signifie que l'entreprise possède autant qu'elle doit, la résilience pure. Mais ces 5 piliers-là, c'est la base comptable. Dans l'économie numérique actuelle, pour le logiciel ou les services, s'arrêter là, ça laisse des anglements massifs. Totalement, il faut ajouter les métriques d'acquisition. On entre dans le comportement client, le coût d'acquisition client, le fameux CAC. Combien de dollars en marketing et en vente on doit dépenser pour signer un nouveau client? Mais isolé, ça ne veut rien dire si on ne le croise pas avec la valeur à vie du client, la LTV. Et le croisement des deux crée le ratio LTV sur CAC. C'est probablement l'indicateur le plus puissant pour la viabilité d'un modèle de croissance. Si acquérir un client coûte 100 $ et que la marge nette générée par ce client sur toute sa vie est juste de 70 $, l'entreprise pédale dans le vide. Elle a l'illusion de croître en ajoutant des clients, mais mathématiquement, elle se dirige vers la faillite. Chaque vente détruit de la valeur. Et cette obsession des métriques doit redescendre jusqu'aux équipes sur le terrain. Les notes de recherche font un lien avec la méthode MEDDIC pour les ventes, le fameux M de MEDDIC pour Metrics. Un processus de vente performant repose sur la capacité à prouver aux clients avec des chiffres précis l'impact économique. On ne vend pas un logiciel, on vend une réduction de 15 % des coûts opérationnels démontrables sur le propre tableau de bord du client. Fait que toute cette architecture, le diagnostic initial, le tableau de bord, les métriques d'acquisition, comment le dirigeant orchestre tout ça au quotidien? Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? La méthode Instruct4 propose le cadre d'action IVEM. Imaginer, vendre, exécuter, mener. Les 4 piliers de l'attention du dirigeant. Le I pour imaginer, c'est la stratégie. Lever la tête du guidon, anticiper les tendances. Si on n'imagine pas l'avenir, on devient obsolète. Le V pour vendre, la fonction la plus organique. Une entreprise avec la meilleure stratégie du monde, mais qui conclut aucune vente, c'est pas une entreprise. C'est un passe-temps coûteux. Le E pour exécuter, là où les grands rêveurs trébuchent souvent. La logistique froide, le souci du détail dans la livraison. C'est l'exécution implacable qui transforme un simple acheteur en ambassadeur. Et le dernier, le M pour mener. Ça ramène l'humain au centre. Un tableau de bord ne gère pas des employés, ça informe le dirigeant. C'est au dirigeant d'inspirer, d'aligner l'équipe sur ces fameuses métriques pour que tout le monde rame dans la même direction. Ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est la conclusion psychologique. On pourrait croire qu'avoir les yeux rivés sur des ratios et des coûts d'acquisition, c'est super anxiogène. Mais c'est tout le contraire qui se produit. C'est ça la magie de la structure. Quand les indicateurs sont en place, que la règle du 95-5 filtre le bruit, le dirigeant atteint une sorte d'état de fluidité macroscopique, un état de grâce. Le stress de l'inconnu disparaît. Les petits incendies, le fournisseur en retard, le problème technique mineur, ça provoque plus de panique. C'est traité comme une simple anomalie statistique dans un système qui est sous contrôle. Le but de la structuration, c'est pas de créer une prison de chiffres, c'est d'offrir la liberté et la paix d'esprit. Pour résumer cette plongée en profondeur, le message est limpide. La phase de démarrage est une adolescence chaotique, on survit à l'intuition, mais on ne peut pas bâtir une croissance durable sur des coups de chance. Pour atteindre la maturité, il faut une infrastructure solide. La pérennité appartient à ceux qui laissent les données froides dicter la marche à suivre. Si on ramène ça à la situation globale de n'importe quel dirigeant, la vraie question concerne le moment où les décisions se prennent. Les choix cruciaux sont-ils faits le matin, lucide, en regardant un tableau de bord précis, ou sont-ils pris à 18 heures, épuisés, motivés par l'urgence d'une crise? L'écart entre ces deux réalités définit la ligne entre le succès et la faillite silencieuse. C'est une distinction brutale, mais super nécessaire. Et pour clore cette analyse, voici une réflexion à méditer. On entend souvent ce scénario-là. Si on prenait un entrepreneur autodidacte qui a bâti un empire et qu'on lui enlevait absolument tout, ses comptes en banque, ses contacts, tout,
On dit qu'il retrouverait sa richesse en quelques années seulement. C'est pas de la magie ou de la chance. C'est parce que son cerveau est devenu un tableau de bord impitoyable. Il sait filtrer le bruit, ignorer ce qui n'a pas de valeur, calculer le retour sur investissement et exécuter sans pitié. Alors, la pensée qu'on laisse en suspens aujourd'hui, c'est celle-ci. À quel point le tableau de bord interne de la personne qui nous écoute en ce moment est-il bien calibré pour affronter la réalité du marché de demain matin?